Il y avait même des gens qui m'avaient dit autour de moi, non mais toi ça marchera jamais. C'est ça qui m'a donné encore plus la niaque. Est-ce que je suis pas un imposteur? Est-ce que je vais y arriver? Même ceux qui avaient des très bonnes notes, ils avaient tous ce syndrome-là. Si je suis là, je le mérite. Quand j'ai découvert l'école, ça m'a fait rêver en fait assez rapidement. J'ai tellement galéré à accéder vraiment aux bons conseils. C'était important d'avoir accès surtout à l'accompagnement. Ça peut vraiment changer la donne, d'être bien accompagné pendant son orientation. Aux États-Unis, qu'est née un peu cette germe entrepreneuriale en moi. La tech pouvait non pas tout résoudre, elle remplacera jamais l'humain intégralement. Je sais qu'est-ce que je veux, je suis guidé par mes ambitions et ma passion, mais toujours ce côté stratégique de il faut que j'arrive avec des armes. La meilleure école, ça reste d'essayer. Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer un format nouveau cette année, c'est Me parle pas d'âge. On avait fait ça il y a à peu près 1 an et aujourd'hui on va commencer avec Valentine, donc merci d'être là. Salut Pierre. Salut. Donc, comme vous le savez, cette émission-là, elle avait pour objectif vraiment de parler d'inspiration. Donc, tu vois, l'objectif, c'est que tu parles un peu de ton parcours, des questionnements que tu as pu avoir. Et finalement, ça va permettre à nos auditeurs de peut-être s'inspirer de toi pour se dire, tiens, pour entreprendre, pour faire mes études, je peux m'inspirer de cette stratégie que tu as pu mettre en place. Et carrément. Allons-y. Première chose, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Et salut à tous, moi c'est Valentine. Je suis cofondatrice d'une entreprise à mission qui s'appelle EduMapper, dont l'ambition est d'aider tous les lycéens en France et demain à l'étranger à bien s'orienter, prendre les meilleures décisions d'orientation et ceci sur des données fiables. On est une vingtaine de personnes dans l'équipe aujourd'hui et j'ai fondé ça avec 3 associés, Sébastien, Julien et Jordan, qui sont des serial entrepreneurs. Et donc c'est chouette, j'ai plein de trucs à raconter sur ce sujet. Et justement, tu as expliqué que ta mission, c'est d'aider les lycéens notamment à s'orienter en France et à l'international. Pourquoi cette question de l'orientation te tient à cœur? Ouais, écoute, c'est une super question. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée depuis toujours, enfin en tout cas depuis que je suis étudiante. Donc moi, j'ai fait mes études à Sciences Po. Et on pourra revenir après à pourquoi j'avais choisi cette école. Mais quand j'étais étudiante à Sciences Po, j'ai créé une association avec laquelle j'avais accompagné plusieurs centaines de lycéens qui venaient de zones d'éducation prioritaire. Donc milieu parfois assez défavorisé, et notamment en zone rurale. Et je les accompagnais à préparer le concours, leur ouvrir le champ des possibles, etc. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important d'avoir accès non seulement à l'information, mais surtout à l'accompagnement. Ça peut vraiment changer la donne d'être bien accompagné pendant son orientation. Et c'est là que je me suis dit que j'adorerais un jour lancer un projet entrepreneurial autour de ça. Très intéressant. Et justement, c'était quoi toi ton rapport à l'école? Est-ce que c'était évident de faire Sciences Po Paris ou pas du tout? Ça n'a pas du tout été évident tout de suite. Moi, pour raconter un petit peu mon processus d'orientation, ça a commencé avec un premier questionnement qui était: est-ce que je deviens danseuse professionnelle ou non? Moi, j'ai suivi un parcours donc à l'école primaire et au collège, en gros de sport aménagé avec les classes, quoi. Grosso modo sport-études, à Lyon. Et du coup, en classe de 3e, j'ai dû me poser la question, est-ce que je choisis un bac technologique qui me permet de continuer la danse, d'un point de vue intense et pour en faire mon métier, ou est-ce que je choisis un bac général qui permet plus de sécuriser un petit peu mon parcours? Moi, j'ai des parents artistes, et donc du coup, ils étaient. Donc mon père a une galerie d'art, ma mère est artiste peintre, et donc ils me poussaient à fond pour la danse. Mais j'avoue que moi, j'ai vu un peu les coulisses aussi du quotidien d'un métier passion, et je me suis dit que je préférais quand même sécuriser un peu avec un parcours plus généraliste. Et donc j'ai choisi le bac général. Donc premier questionnement, bac techno, bac G. Donc ça, c'était pas facile parce que y a plein de questions qui se posent auxquelles on n'a pas facilement la réponse. Quelle porte ça va m'ouvrir, quelle porte ça va me fermer? Est-ce que je vais être épanouie pendant un lycée techno ou général? Et ensuite de ça, Sciences Po, ça a été, je dirais, un peu une évidence quand j'ai découvert l'école. Ça m'a fait rêver en fait assez rapidement. Je me souviens, je passais des heures sur leur site internet à regarder des témoignages d'étudiants, etc. Et moi personnellement, mes parents connaissaient pas du tout le monde de Sciences Po, les codes qu'il fallait pour rentrer dans l'école. Il y a plein de petits trucs qu'il faut savoir.
Et du coup, j'ai passé vraiment, mais je me souviens, des soirées entières, des heures et des heures à m'informer sur l'école. Je suis allée chercher des étudiants à l'autre bout de la France pour leur poser des questions. Et en fait, j'ai tellement galéré à accéder, justement, non pas à l'information, mais vraiment au bon conseil, au bon accompagnement, que je me suis dit que j'allais créer une asso une fois rentrée dans l'école. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est là qu'effectivement, après, s'en est suivi d'autres questions sur tout ce qui est sujet à impact social, ça me passionne. J'ai aussi été attirée par l'entrepreneuriat, la tech. Et je m'étais donné comme pari de lancer un jour un projet entrepreneurial où on mêle en fait la puissance de la technologie pour résoudre des problèmes sociétaux. Et donc, EduMapper est au cœur de tout ça. Et justement, je voulais rebondir. Donc, tu as fait de la danse à un haut niveau. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant qu'étudiante et en tant qu'entrepreneur? Ouais, c'est une super question. C'est marrant parce que j'ai basé ma lettre de motivation Sciences Po peut-être à 95% autour de la danse. Okay. Et ça, c'est vrai que c'est un truc vraiment que je recommande à tous les lycéens qui nous écoutent. C'est vraiment de s'interroger sur, OK, qu'est-ce que je fais de mon quotidien ? Et c'est pas toujours facile parce que parfois c'est dur de prendre du recul sur soi-même et de se dire mais en fait de quoi mon quotidien est composé à part les cours, est-ce qu'il y a des trucs que je fais en parallèle et en quoi ça peut être puissant, en quoi ça peut intéresser en fait une formation demain qui va analyser mon dossier. Et moi, en discutant un peu autour de moi, mes proches m'ont dit « Ah, mais attends, mais tu te rends compte, la danse, c'est quand même un truc de dingue, t'en as fait tellement, et puis t'as appris plein de choses. » Et donc, effectivement, j'avais vraiment basé toute ma lettre de motivation sur ça. Et j'avais fait, en fait, énormément de parallèles entre Sciences Po et mon parcours de danse. Notamment parce que c'était un cursus pluridisciplinaire. En fait, pendant mon parcours de danse, j'avais fait de l'anatomie, j'avais fait du solfège, j'avais fait des cours de danse classique, de danse contemporaine, j'avais fait plein de trucs. Et à Sciences Po, c'est clairement un cursus pluridisciplinaire. T'as de l'histoire de la science politique, toi tu connais ça par cœur, mais en tout cas pour ceux qui nous écoutent, c'est assez extraordinaire le nombre de cours que tu peux faire. Et donc j'avais fait déjà ce premier parallèle, tu vois, en fait ça touche à plein de choses, ça demande à ton cerveau d'être ultra curieux, de découvrir plein de choses, et puis de faire le lien en fait entre ces différentes disciplines. Et j'avais fait un autre pilier, je me souviens dans ma lettre, sur tout l'aspect dépassement de soi. Dépassement de soi parce que la danse, tu te retrouves en fait sur scène devant des milliers de personnes. Et il faut savoir gérer son stress, apparaître en public. Sciences Po, on t'apprend beaucoup à faire des présentations à l'oral, à expliquer des choses. Et voilà. Et puis un troisième pilier qui était plus sur le collectif. En danse, on était un petit groupe, une classe. On se répartissait les rôles. On devait, si on avait une qui tombait, ça mettait tout le monde à mal. Et puis Sciences Po, il y a de ça, c'est que tu as beaucoup de travaux d'équipe. Ce qui compte à la fin, c'est les personnes avec qui tu vas travailler, les personnes avec qui... il faut tout pour faire quelque chose qui marche. Et donc, j'avais identifié un peu ces différents piliers. Et lorsque tu étais au lycée, que tu avais l'ambition d'intégrer Sciences Po, est-ce que tu étais sûr à 100%? Est-ce que tu as eu des doutes? Comment ça s'est passé? Alors, j'étais sûre à 100% que c'était quelque chose qui me passionnait et que c'était vraiment mon rêve. Et je parle de Sciences Po Paris spécifiquement. Et après, j'ai eu des doutes sur en fait, mes capacités, tout simplement. J'avais des bonnes notes. Après, j'avais pas non plus 18 de moyenne, quoi. J'avais peut-être 14-15 de moyenne. Alors, j'étais dans un lycée qui était... plutôt, qui notait assez difficilement. Mais de fait, j'étais pas du tout sûre d'être prise. Et d'ailleurs, je me souviens, il y avait même des gens qui m'avaient dit autour de moi, non, mais toi, ça marchera jamais. Et au contraire, c'est ça qui m'a donné encore plus la niaque. Exactement, pour essayer de l'avoir. Mais en réalité... oui, c'était pas évident. Je sais pas pourquoi ce choix-là est venu assez naturellement. Ça a fait un peu un déclic en moi. J'ai eu un peu comme une vocation, mais c'était quand même ultra risqué parce que c'est une école qui est ultra difficile d'être prise et de fait, vu mes notes, j'étais pas du tout sûre d'être prise.
Et donc, j'ai beaucoup bossé pour l'avoir. Mais néanmoins, en fait, tout le doute était sur mais si je l'ai pas, qu'est-ce que je fais? Et donc, effectivement, je m'étais préparé un peu des plans A, des plans B, des plans C. Mais le truc, c'est que vraiment, c'est là que c'était ultra difficile pour moi. Je demandais un petit peu à mes profs, etc. Mais, et c'est pour ça qu'EduMapper, aujourd'hui, on essaye vraiment de répondre à ce sujet-là de, OK, parfois, tu as un rêve, mais faut quand même assurer ses plans B, plans C. Parfois, tu n'as juste aucune idée. Bon, nous, on va t'aider t'aider à sortir de la feuille blanche. Et donc, en fait, et c'est tout l'enjeu en fait, de Parcoursup aujourd'hui, c'est qu'on ne met pas un choix, on en met une dizaine. Et donc, il faut arriver à avoir une stratégie assez complète avec des vœux ambitieux, des vœux plus réalistes. Et ça, c'est tout un travail qu'on mène dans l'équipe. Et lorsque tu as su que finalement, tu étais reçu à Sciences Po, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient tes émotions et ton ressenti? Au début, j'y croyais pas. Vraiment, j'étais un peu choquée. Parce que, encore une fois, j'étais pleine de doutes et c'était un peu un rêve, mais en me disant, bon, franchement, au fond de moi, je sais très bien que c'est pas du tout sûr. Donc vraiment, j'ai eu un peu un état de choc, pour être transparente avec toi. Et puis après, un sentiment de bonheur, de joie. Et en plus de ça, j'ai été prise avec un ami avec qui j'avais préparé. En fait, on s'était un peu coaché. Et ça, c'est un truc que je recommande énormément, c'est de s'entourer de personnes, alors que ce soit dans son lycée ou ça peut aller même ailleurs, qui ont le même objectif et avec qui on s'entraide. Et c'est vrai que Sciences Po, typiquement, fallait être vachement au courant de l'actualité pour préparer l'oral et tout. Et donc, du coup, s'entourer de gens qui te stimulent, qui te challengent, qui te disent « Tiens, mais t'es pas au courant, il se passe ça actuellement au Vietnam. » Ça t'aide à amplifier ta connaissance. Et puis, moi, j'avais un mode d'apprentissage où je retenais pas les conversations. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un en face de moi avec qui je discutais, on se donnait rendez-vous tous les week-ends, ça permettait aussi de bien s'ancrer. Okay. Et justement, t'expliquais que toi, tu viens de Lyon. Comment se passe ton arrivée à Paris? Alors, moi, il se trouve que alors, donc, en fait, quand tu candidates à Sciences Po Paris, tu peux mettre différents campus. Les campus, Et moi, j'avais été prise à Reims. Le fameux campus de Reims. Voilà, campus de Reims, donc Europe-Amérique. Donc en gros, en fait, tu fais, pour ceux qui connaissent pas, tu fais donc 3 ans de licence à Sciences Po Paris, en fait, où tu es dans un campus potentiellement en dehors de Sciences Po. Et ces campus-là sont spécialisés dans des régions du monde. Et donc, moi, j'étais donc dans le campus de Reims, qui est donc spécialisé sur les relations entre l'Europe et les États-Unis. Enfin, l'Amérique du Nord, en fait, au global, donc États-Unis, Canada, etc. Et l'idée, c'est que la 3e année, tu partes en fait, dans un de ces pays-là. Et donc, moi, j'ai fait 2 ans à Reims où, du coup, les cours étaient en anglais. Ça a été vraiment galère, d'ailleurs, parce que je n'avais pas un si bon niveau d'anglais que ça. Et donc, il y avait beaucoup de cours où j'étais un peu larguée. Enfin, bon, ça, c'est un détail. Et ensuite de ça, je suis partie donc 1 an aux États-Unis. Et Reims, c'était chouette parce que moi qui venais pas de Paris, ça a fait une bonne transition, je pense, à 17-18 ans. Reims d'abord, se retrouver dans la capitale, c'est quand même pas facile, je pense. Et puis, les prix sont aussi, qu'on se le dise, très élevés. Et donc, nous, c'était sympa parce qu'on pouvait vivre dans des appartes à taille humaine, disons, pour des prix en plus. Moi, j'étais boursière, donc en plus, vraiment, ça m'a énormément aidée. Et j'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre confortablement pendant mes études grâce à la bourse. Et c'était pas un souci. Donc, j'ai pu me focaliser vraiment à 100% sur mes études. J'ai pas eu besoin de bosser, etc. Et ça, je sais que c'est vraiment une chance. Il y a beaucoup d'étudiants qui bossent en parallèle de leurs études et c'est vrai que ça fait une charge mentale qui est énorme. Mais en tout cas, Reims, c'était génial. Et puis, c'est ça qui est assez extraordinaire à Sciences Po, c'est que c'est quand même une école qui a une très belle attractivité en France, mais aussi à l'étranger. Et du coup, sur le campus, il y avait plein d'étrangers, des gens qui venaient des États-Unis, du Canada. Et c'était trop marrant parce qu'on était à Reims et on se retrouvait à faire des dîners ou des soirées la semaine. Et puis, ça parlait anglais, il y avait des Américains et tout. Les habitants de Reims, ça les faisait marrer de se dire mais qu'est-ce qui se passe dans notre ville? Mais c'était, culturellement, c'était unique de vivre ça. Et comment s'est passée la transition du lycée à Sciences Po au niveau des cours, de l'organisation, du rythme? Tu parlais notamment du fait que certains cours étaient en anglais. Donc, comment
tu as vécu ça? Ça, pour le coup, ça a été pas facile. Ouais. Parce que, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer cet asso, il y a un monde, en fait, qui s'ouvrait à moi avec des codes que je ne connaissais pas du tout. Et déjà, l'anglais, c'est pas... je veux dire, c'est vraiment l'anglais au sens où t'as vraiment des Américains qui te parlent anglais. Enfin, faut aussi comprendre l'accent. C'est ça. Faut comprendre l'accent, faut comprendre plein de trucs. Et c'est vrai que c'est pour ça, moi, j'avais mis dans mes premiers vœux Sciences Po Paris et j'ai été prise à Reims, donc c'était marrant parce qu'il y avait ce côté. Même moi, je comprenais pas trop pourquoi j'étais là, mais après coup, vraiment, je pense que c'est une excellente opportunité. Et à choisir, je mettrais Reims direct au final. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà la barrière de la langue. Où je me souviens, même si je travaillais beaucoup, il y avait juste des cours que je me souviens. Il y avait un cours, j'arrive avec toute ma bonne volonté pour suivre le truc. Putain, en plus, moi, j'étais tellement contente d'avoir été prise à Sciences Po que j'étais en mode, mais je vais vachement suivre les cours et tout. J'arrive et la prof, elle écrit un mot au tableau et elle dit voilà le sujet du cours. Et je n'avais pas compris ce que voulait dire le mot et j'étais là, oh là là, ça commence bien parce que... Et donc voilà, et puis aussi autre anecdote, pendant des partiels, on avait une dissertation à écrire sur la Révolution aux États-Unis. Et je n'ai pas compris le sujet de la dissertation, donc j'ai fait un hors-sujet total. On était 5 Français à être dans ce cas-là. Mais donc, non, ça a été quand même assez dur, parce que je me disais, mais en fait, je vais juste redoubler, c'est trop, ils vont me sortir de l'école, et puis en fait, pas du tout. Mais ça a été très bien. Et ce qui m'a été un vrai booster pour apprendre la langue, c'était vraiment de partir aux États-Unis, parce que pour le coup, là, t'es en immersion totale. Mais donc la langue, paradoxalement, même en allant faire ses études à Reims, la langue peut être un obstacle. Et non, et puis après ces codes, effectivement, en fait, c'est marrant parce que Sciences Po, t'as quand même un filtre de par le grand oral qui fait que tu te retrouves quand même avec beaucoup de gens qui sont très à l'aise. À l'oral, voilà, parce que ce filtre-là, si t'es... alors, j'ai quand même des amis introvertis, etc., qui m'ont été pris, mais je veux dire, je pense que t'as quand même des gens qui ont beaucoup bossé pour être là, qui sont fiers d'être là, etc. Et c'est vrai que du coup, trouver sa place dans cet environnement-là, surtout quand, moi, comme je le disais, de par mes parents, ils n'étaient pas du tout connectés au code de cette école, etc., pareil par mes amis, etc. Et donc c'est vrai que et je l'ai vu aussi pour toutes les personnes qui venaient parfois de zones rurales ou qui étaient boursières, etc. Il y avait parfois un peu un temps d'adaptation. Tu te retrouves avec des personnes qui étaient dans des lycées français à l'étranger, des écosystèmes internationaux, où tu as plein de codes que tu découvres. Donc un temps d'adaptation, mais en réalité c'est ultra enrichissant, quoi, parce que ça t'ouvre aussi un champ des possibles et une vision du monde qui est vachement intéressante, donc c'était passionnant. Et avant de passer à ton passage aux États-Unis, justement dans les moments de doute, qu'est-ce qui te faisait tenir et garder le cap? Parce qu'il y a peut-être des étudiants ou même des entrepreneurs, tu vois, qui vivent des moments difficiles, qui se disent mais est-ce que je suis pas un imposteur? Est-ce que je vais y arriver? Donc toi, sur quoi je t'ai appuyé vraiment pour garder le cap? Ouais, écoute, c'est une super question. J'allais dire prendre confiance en soi, mais c'est vachement dur. Je dirais, en fait, en parler aux autres. C'est intéressant parce que moi, au début, c'était un peu tabou. Je me disais, je suis pas à la hauteur. Je le sentais profondément en moi. Et j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur. Et c'est marrant parce que j'ai commencé un peu à en parler à un pote, puis 2, puis 3. Et en fait, même ceux qui avaient des très bonnes notes, ils avaient tous ce syndrome-là. Et donc, je pense que vraiment, montrer sa vulnérabilité, pas en faire un tabou. Après, je comprends, bien évidemment, t'as pas envie d'en parler à tout le monde, mais déjà juste le verbaliser auprès de toi. Et donc, à tes proches, c'est une chose, mais vu qu'ils sont pas sur le terrain avec toi, c'est différent. Donc, je dirais vraiment, en fait, dire les choses à des gens qui sont avec toi dans cette expérience-là, a débloqué énormément de trucs. Et en fait, après, c'était même devenu un sujet de conversation parce qu'en fait, tout le monde s'est rendu compte que tout le monde était dans cette situation et que, alors il y a peut-être différents degrés, mais en fait, tout le monde avait un peu ce sentiment d'imposteur. Donc, vraiment, pas le garder pour soi.
Et puis en fait, prendre conscience. Enfin, je veux dire, moi, je me disais, j'ai été prise. Il y a un jury de professionnels qui m'a donné ma chance. C'est que je répondais aux critères d'admission. Et donc, si je suis là, c'est qu'entre guillemets, je le mérite. Ou en tout cas, ils m'ont projeté ici. Et donc, vraiment, ça, je pense que c'est important aussi de rationaliser le truc en se disant, non, en fait, t'as toute ta place parce que t'es ici, en fait, tout simplement. Oui, hyper intéressant, parce que je pense dans tout ce que tu as dit, même quand tu préparais Sciences Po, c'est vraiment la citation qui disait seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est toujours, tu as su en fait t'appuyer sur un collectif ou des individus pour encore aller plus loin. Et par rapport à ce que tu disais, c'est vraiment, donc je comprends bien, c'est prendre conscience de ce qu'on ressent, complètement. essayer d'en parler, de le rationaliser pour finalement trouver des solutions et dédramatiser finalement la chose en se disant, ils m'ont sélectionné, j'ai passé un concours qui est sélectif, donc forcément j'ai des compétences, donc je dois juste m'adapter, prendre le temps de m'adapter et après, à force, je vais réussir à y arriver, quoi. Mais carrément, et ce que tu fais avec ton podcast et toutes tes initiatives, Pierre, pour moi, c'est complètement dans cette logique-là aussi. C'est pas toujours facile de faire le premier pas et d'en parler à quelqu'un, ou c'est pas toujours facile de le conscientiser. Par exemple, ce mot syndrome de l'imposteur, c'est un truc que je pense qu'à 17 ans, je savais même pas ce que ça voulait dire, quoi. Enfin, alors que j'en étais pleinement victime, entre guillemets. Mais du coup, je trouve ça génial qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux qui parlent de ça de manière décontractée. Et je trouve que la génération actuelle, moi, ça va faire déjà une dizaine d'années que je suis rentrée à Sciences Po. La génération actuelle est peut-être plus nourrie. Enfin, en tout cas, il y a peut-être plus de contenu aussi autour de ça. Il y a moins de tabous. Et je trouve ça vraiment bien. Et donc, écouter tout ça, c'est comme en parler parfois à quelqu'un. Donc vraiment consommer ce genre de contenu, c'est génial. Et maintenant, justement, comment se passe ton départ aux États-Unis en échange? Donc, si je comprends bien, vous faites 2 ans à Sciences Po. Et la 3e année, vous devez aller en échange. Donc, finalement, comment se fait ton choix? Et comment ça se passe sur place? Écoute, je n'étais pas 100% décisionnaire de mon choix. Au sens où j'avais pas d'excellentes notes à Sciences Po. Et donc, en fait, tu sais, tu choisis une dizaine d'universités du coup, dans la région que tu as identifiée. Et après, en fonction de tes notes, tu as plus ou moins de choix, quoi. Et donc, moi, bien évidemment, je n'avais pas beaucoup de choix. Et j'ai été, du coup, allouée, non, comment on dit ? J'ai été envoyée dans une université en Pennsylvanie, à Pittsburgh, donc sur la côte Est. Donc, c'était pas mon premier choix, mais encore une fois, avec du recul, je me dis, mais heureusement que j'ai... Comme quoi, il faut faire aussi parfois un peu confiance au destin. Et... Non, parce qu'en fait, sinon, moi, mes premiers choix, c'était genre New York, Boston et tout. Mais en fait, c'était hors de prix. Enfin, je sais même pas comment j'aurais financé ça. C'est clair, c'est et cher. Donc, du coup, là-bas, pareil, c'était génial parce que c'était un peu, peut-être, j'allais comparer Reims et Pittsburgh, ça n'a absolument rien à voir. Mais je veux dire, c'était, tu vois, une ville qui n'était pas ultra sollicitée déjà par les étudiants. Et puis, c'était pas une ville touristique, par exemple. Donc, de fait, les loyers, etc., sont vraiment abordables. Et du coup, ça m'a permis d'avoir en fait un budget aussi pour pouvoir partir les week-ends, tu vois, prendre des cars, partir à New York pour un week-end, etc. Enfin, ça, c'était vraiment génial parce que si j'avais mis tout mon argent dans le budget logement. Un logement à New York, j'aurais sûrement rien pu faire. Même pas m'acheter un donut parce que ça aurait coûté trop cher. Donc voilà, donc ça, au final, super opportunité. J'ai eu la chance d'y aller avec quelques amis de Reims, donc j'y suis allée en terre inconnue. Mais je m'étais forcée à être dans une coloc qu'avec des Américains locaux parce que je me disais sinon c'est trop con. Puis j'attendais vraiment les US pour approfondir la barrière de la langue, quoi. Et donc voilà, donc super expérience là-bas, choc aussi culturel. Là c'est pareil, c'est extraordinaire de partir 1 an parce que t'es vraiment en immersion. Tu te dis vraiment je vais passer 1 année de ma vie ici, quoi. Et donc c'est assez sympa et puis culturellement assez extraordinaire de découvrir. Et en fait c'était marrant parce que moi je suis partie aux États-Unis sans trop d'attente, enfin j'avais pas trop d'attente parce que je connaissais pas du tout ce pays, j'étais jamais allée, j'avais aucun proche ou quoi qui avait des connexions là-bas.
Et en fait, j'avais l'impression de partir dans un pays dont je maîtriserais un petit peu les codes, parce que les États-Unis, on entend beaucoup parler, et puis que ça reste un pays occidental, quoi. Ouais. Et en fait, en réalité, culturellement, il y avait plein de subtilités qui faisaient que j'étais vraiment dans un nouveau monde, quoi. Et tu vois, c'est pas dépaysant en termes de paysage. Enfin, c'est pas comme si t'étais en Asie ou quoi, où vraiment, là, culturellement, t'es en immersion. Alors là, ça peut être assez déboussolant, toutes les différences culturelles, de paysages, etc. Là-bas, pour le coup, ça restait, tu vois, des modes de vie assez similaires. Et en fait, dans toutes les subtilités de la culture, du quotidien, des habitudes vraiment des gens, en fait, c'était assez bouleversant et passionnant. Et si tu devais retenir des leçons ou des apprentissages que tu peux retenir de ce séjour-là, ce serait quoi ? Moi, j'ai adoré la vision de l'éducation. Okay. Alors, non pas la segmentation publique-privée qui peut être très discriminante en termes d'accès à l'éducation aux États-Unis. En France, on a un système merveilleux. Qui est la gratuité et la visée de l'excellence pour tous. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le mindset, l'état d'esprit aux États-Unis à l'université. Tu as une très grande proximité avec tes profs. Vraiment, ça c'est génial. Enfin, ils ont leur office hours. Alors, en France, on a ça dans des universités, mais là vraiment, c'est tu viens, tu dis j'ai pas compris tel élément du cours, et là le prof prend vraiment 1 heure de son temps perso, juste qu'avec toi pour t'expliquer, etc. Donc ça c'est ultra riche. Moi, j'avais sympathisé à des profs qui m'invitaient à des conférences, qui me faisaient ils me mettaient en connexion avec des chercheurs, des étudiants. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire, cet état d'esprit où, du coup, on casse un peu la frontière cours, vie en cours, vie perso. En fait, il y a aussi un peu ce truc ils savent attirer ta curiosité. Et ils savent animer des cours aussi de manière assez extraordinaire, avec leur éloquence, etc. Ils te mettent en suspense alors que t'es en cours de comptabilité, quoi. Mais bon, ça, c'est ultra inspirant, cet état d'esprit-là. Et justement, je sais pas si ça a été ton cas, mais moi, c'était un peu comme toi, tu vois, quand j'étais en licence. Donc, j'étais dans le domaine associatif pour avoir de l'impact sur l'égalité des chances. Et mon séjour aux États-Unis, ça m'a permis d'envisager d'entreprendre. Est-ce que tu penses que ton séjour aux États-Unis ça a eu un impact finalement sur ta volonté d'entreprendre après tes études ? 100%. Mais du coup, moi, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Bon, après, toi, tu étais dans une université en plus où il y avait beaucoup d'entrepreneurs. Et, moi, je pense que c'était en fait, pour moi, comment je peux dire ça ? L'associatif, il faut avoir un impact, c'était en à côté. C'est-à-dire, tu devais avoir ton boulot. Et ensuite, ton temps libre, tu pouvais t'engager associativement ou faire du bénévolat. Et quand je suis allé aux États-Unis, j'ai vu beaucoup, surtout à la Silicon Valley, beaucoup d'entrepreneurs qui disaient j'ai une mission. Et à travers cette mission-là, il est possible de créer une entreprise, ou en tout cas de créer un modèle économique qui permet d'avoir un impact social tout en ayant une rentabilité économique. Et c'est vrai que ça a changé aussi mon rapport à... Moi, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat, en tout cas. Parce qu'à l'époque, je pense que c'était pareil pour toi. Il n'y avait pas des podcasts où on n'avait pas accès à l'histoire d'entrepreneurs. On se disait qu'il fallait être un génie ou avoir l'idée du siècle comme Jeff Bezos, etc. Et aussi, l'autre chose qui m'a marqué, c'est le rapport à l'échec. C'est-à-dire que, tu vois, nous, on était un peu dans la ligne droite. Il ne fallait pas échouer. Et je me disais, l'entrepreneuriat, ça a l'air un peu difficile. Mais quand je suis allé là-bas, ça m'a permis de me dire que échouer, ça fait partie du processus. Donc, finalement, le meilleur moyen d'entreprendre, c'est d'oser tenter. Et si ça ne marche pas, au pire, je pourrais travailler après. Il t'a toujours appris des trucs à la fin, quoi. C'est ça. Écoute, moi, c'est pareil que toi. En fait, c'est vraiment, je pense, aux États-Unis qu'est née un peu cette germe entrepreneuriale en moi. En tout cas, entrepreneurial tech. Parce que j'avais déjà eu des projets. Typiquement, mon asso, en soi, c'était un peu un projet entrepreneurial parce que, en fait, on a lancé une structure de zéro, etc. On a recruté une équipe. Mais là, c'était vraiment... j'ai eu un peu ce déclic de... en fait, la tech peut servir à résoudre des problèmes de société. Moi, c'est vrai que à travers mon parcours à Sciences Po, initialement, je me dirigeais vers les concours de la fonction publique.
J'avais commencé à préparer, etc. Et en fait, je pense que ce passage aux États-Unis m'a ouvert le champ des possibles. J'ai côtoyé énormément d'ingénieurs pour la première fois de ma vie aussi, parce que Sciences Po, clairement, c'est pas un truc d'ingé. Et puis même de mon réseau personnel, mes potes étaient pas ingé. Donc c'est un peu la première fois que j'étais confrontée à cette vision des choses. Et puis en plus, Pittsburgh en fait est une ville de plus en plus attractive pour l'écosystème tech. Tu as une très très bonne université qui s'appelle Carnegie Mellon, où t'as, justement, ils ont une culture tech très forte, beaucoup de machine learning, beaucoup de mathématiques appliquées. Moi, j'étais à l'université de Pittsburgh, qui était l'autre grosse université là-bas. Mais du coup, j'ai côtoyé plein de gens de Carnegie. Et d'ailleurs, certains disent que Pittsburgh est la nouvelle Silicon Valley. Je sais pas, mais en tout cas, toutes les grosses boîtes tech développent comment on appelle ça, des bureaux là-bas, quoi. Et il y a plein de startups qui naissent à Pittsburgh. Vraiment, il y a en tout cas un gros pôle recherche et développement tech. Donc, j'ai baigné un peu là-dedans. Et là, je me suis dit, effectivement, que la tech pouvait non pas tout résoudre, bien évidemment, parce qu'elle ne remplacera jamais l'humain, ou en tout cas jamais intégralement, mais qu'en tout cas, ça pouvait, à l'échelle, toucher énormément de personnes et résoudre des problèmes complexes. Et là, j'ai commencé à germer un peu des idées impact social et tech. Et de retour en France, à Paris, du coup, cette fois-ci pour mon master, je me suis vraiment orientée sur ces sujets-là. Ouais, justement, dans ton master, là, généralement, les gens de Sciences Po veulent préparer l'ENA. Maintenant, c'est l'INET. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Ils ont changé le... Ouais, alors, l'INET, c'est quelque chose de différent. Et maintenant, l'ENA s'appelle l'INST. Mais au global, ça reste... Et donc justement, finalement, je t'ai dit que c'est pas là où tu voulais t'orienter. Et donc, quel master tu choisis justement après ta licence ? Très difficile déjà le choix du master parce que Sciences Po, en tout cas la licence reste très généraliste. Et puis tu touches à tout, ça éveille énormément ta curiosité. Tu fais pendant 3 ans de la socio, des maths, vraiment tu fais tout. Et du coup, en fait, tu repousses juste pendant 3 ans le moment du choix. Et donc pas facile de choisir. Alors déjà, juste petit fun fact, je sais pas, mais il y a quand même environ 80% des débouchés après Sciences Po, c'est quand même le secteur privé. Donc, c'est un peu dans l'imaginaire collectif qu'on a l'impression que tout le monde bosse pour la fonction publique après. Et en fait, en réalité, c'est peut-être 20, j'ai pas les stats actuellement, mais je pense que c'est entre 20 et 30% des gens uniquement, entre guillemets. Et donc, Sciences Po est vraiment devenue une école aux débouchés extrêmement variés. Moi, j'ai quand même... Donc, à Sciences Po, tu as plusieurs écoles. Tu as l'école des affaires publiques, où donc, justement, tu as toutes les prépas au concours. Tu as une école de commerce, avec, tu vois, notamment des masters en communication, en finance. Il y a beaucoup... ils sont assez reconnus pour tout ce qui est prépa au cabinet de conseil. Tu as aussi une école juridique pour préparer l'ENM, donc l'école de la magistrature, ou tout simplement les métiers du droit, avocat, etc. Donc, tu as vraiment plein de débouchés possibles. Moi, j'ai choisi quand même l'école des affaires publiques parce que j'avais quand même ce truc enjeu sociétal et affaires publiques, c'est quand même imaginer des réponses à des problèmes de société à travers non seulement la législation, mais le cadre politique, etc. Et il se trouve qu'il y avait un master qui avait été créé il y a quelques années, mais qui existe encore, qui s'appelait... Digital, New Technologies and Public Policies. Et donc, c'était intéressant parce que je me suis dit, tiens, c'est pile à la croisée de ce qui m'intéresse, le côté nouvelles technologies et puis le côté Public Policies. Donc, en fait, c'était un master qui était génial où on analysait justement en fait, les ponts entre l'entrepreneuriat, la tech, les nouvelles technologies et la fonction publique, / les projets à impact sociétaux. Et donc j'ai fait ce master-là, qui était assez chouette. Et en fait, en parallèle de mon master, ce qui était vraiment important pour moi, c'était de me connecter au monde professionnel. Et donc, à mi-temps, en parallèle de mon master, j'avais fait un stage dans une start-up fondée par des alumni de Sciences Po qui s'appelait Datagora et qui permettait en fait de démocratiser les statistiques publiques. Donc, en fait, on travaillait avec tous les producteurs de statistiques publiques en France. Donc, tu vois, tu as l'INSEE,
qui est le plus connu. Tu as par exemple la DARES pour le ministère de l'économie. Enfin bref, t'en as, je sais pas, peut-être une quinzaine. Et nous, en fait, on faisait des contenus digest pour parler aux étudiants avec leurs données, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'avais adoré parce qu'il y avait ce côté, comment rendre de la donnée très fiable, mais pas du tout sexy, intéressante pour les étudiants sur les réseaux sociaux. Et puis le but, c'était de lutter contre les fake news et puis d'apporter de la donnée saine et fiable dans l'écosystème. Après ça, j'ai fait un stage en VC, donc Venture Capital, qui sont les fonds d'investissement qui investissent dans les startups. Donc là, je me suis éclatée pendant 6 mois. J'ai vu des centaines de startups et on devait décider si on investissait ou pas dedans. Ça m'a permis de voir en fait des centaines de projets différents et de me dire, mais en fait, l'entrepreneuriat, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Alors là, le fil rouge, c'était quand même la tech au service d'une cause. Mais tu vois, on a vu des boîtes dans l'agriculture, on a vu des boîtes dans l'insertion professionnelle. Enfin, vraiment, il y avait tout type de projets. Et ensuite de ça, je me suis dit, mais moi, je sens que j'ai vraiment envie d'aller sur le terrain, de rejoindre une start-up et de voir comment ça se passe. Et c'est là que je suis tombée sur Joko, qui est une start-up donc, qui a maintenant 7 ou 8 ans. Et moi, j'ai fait partie des tout premiers membres de l'équipe. Et les fondateurs m'avaient vraiment impressionné. Et je m'étais dit, mais c'est là que j'ai envie de bosser dans cette boîte. Quoi. Et donc, le produit, c'était en fait plein d'avantages quand tu fais des courses sur Internet ou en magasin pour redonner du pouvoir d'achat en fait, aux Français, notamment ce qu'on appelle le cashback. Et là-bas, j'ai suivi, au début, j'ai commencé en tant que bras droit du CEO. Puis ensuite, je me suis plus spécialisée dans les fonctions ressources humaines, people. Mais ça m'a permis vraiment de voir de l'intérieur comment on scale, comment on construit, comment on structure une entreprise. Et j'étais dans les coulisses de tout ça. Et je me suis toujours dit, la prochaine aventure, j'espère que ce sera la mienne. Et sur un sujet, du coup, qui me passionne profondément. Et donc, aujourd'hui, DuMapper, c'est un peu à la croisée de tout ça. C'est une cause qui m'anime profondément depuis des années. Et puis, comment dire, il y a la tech au cœur du produit pour résoudre ce problème à l'échelle. Même si le but, c'est que ce soit utilisé avec plein d'acteurs de l'orientation, bien évidemment, les profs, les conseillers d'orientation aussi qui tournent autour de ça au quotidien. Mais justement, quand je regardais ton profil LinkedIn, je disais que c'était hyper stratégique. Parce que dans le sens où tu as fini tes études et en parallèle de tes études, tu as expliqué que du coup, tu étais engagé chez j'ai oublié le nom. Datagora. Voilà, Datagora. Et ensuite, je me disais, c'est pertinent parce que tu as fait bras droit du CEO, tu as travaillé avec des VC. Donc, ça veut dire que tu as vu un peu comment les VC peuvent investir ou non dans une startup. Donc, tu comprenais les rouages et les codes des VC. Ensuite, bras droit du CEO, tu vois un peu le CEO, quelles sont ses problématiques, quels sont ses enjeux. Après, tu es parti dans les ressources humaines. Donc, ça te donne des compétences de gestion de ressources humaines, de management. Donc, je me dis, en fait, c'est limite... Tu as fait des études pour te préparer un peu à créer ta propre start-up. Donc, je trouvais ça vraiment pertinent. Et justement, c'est à quel moment tu t'es dit, c'est bon, je suis prête, il faut que je lance ma start-up. C'est une super analyse que tu as faite, Pierre. Jamais personne n'a autant analysé mon profil LinkedIn que toi. Je suis très flattée. Non, mais en fait, si tu veux... alors moi, c'est vrai que c'est une caractéristique personnelle, c'est que je planifie beaucoup les choses. Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse guider. On verra les opportunités, les rencontres. Enfin, j'ai découvert qu'en fait, c'est très important d'avoir une partie de toi qui se laisse guider. Tu vois, je te parlerai de la rencontre avec mes associés actuels où clairement, il y avait un peu de hasard, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu planifié les choses. Et en fait, dès la fin de mes études à Sciences Po, je savais que j'allais vouloir monter ma boîte un jour. Mais donc en fait, la vraie question s'est posée à ce moment-là. Maintenant, je me suis dit, là, je sors d'études. Et j'étais assez ambitieuse. Et je me suis dit, en fait, si je monte ma boîte, j'ai vraiment envie de maximiser les chances que ça réussisse. Et donc, j'ai envie quand même de faire quelques années dans le monde professionnel, dans un environnement vraiment qui va être la meilleure école possible
pour monter ma boîte derrière. Et franchement, Joko, pour ça, a été une école extraordinaire. Déjà parce que je suis arrivée au début et donc j'ai pu voir un peu le projet grossir. Et aussi parce que les 3 cofondateurs étaient impressionnants et voilà, avec eux, j'ai appris énormément. Donc, si tu veux, c'était quand même planifié. Ouais. Et au bout, du coup, de 3 bonnes années chez Joko, j'ai réalisé que j'étais un peu à la fin d'un cycle. Ouais. Après m'être donné vraiment énormément pour cette boîte. Et là, je me suis dit, voilà, on n'a qu'une vie et je sens que je suis à la fin d'un premier cycle professionnel. J'ai pas envie d'attendre trop longtemps pour monter ma boîte parce que la meilleure école, ça reste d'essayer. Ouais. Et donc, je me suis dit, il faut que je me mette en processus pour monter ma boîte, quoi. Et justement, quand je dis que tu es en fin de cycle, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà ton idée de boîte ou est-ce que tu t'es dit non, je m'arrête et je vais réfléchir à mon idée? Très bonne question. Alors, quand j'ai réalisé que j'étais en fin de cycle, comme on appelle ça, j'ai fait un peu une sorte de bilan de compétences et de comment dire... en tout cas, une sorte de bilan de tout ce que j'avais fait jusqu'ici et ce que j'avais aimé le plus. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est très personnel. Ouais. Ce que je recommande à toutes les personnes qui veulent monter leur boîte, c'est vraiment de se poser la question, pourquoi est-ce que je veux monter une boîte ? Ou en tout cas un projet entrepreneurial. Qu'est-ce qui me motive le plus ? Et il peut y avoir 1000 raisons. Enfin, vraiment, il n'y a pas de... Encore une fois, c'est très personnel. Ouais. Et quand on regarde les plus belles boîtes dans le monde, notamment tech, il peut y avoir plein de raisons différentes pour lesquelles les gens ont fait ça. Et donc moi, en me posant ces questions-là, donc en faisant un peu un travail, je me souviens, je me mettais un peu avec une feuille blanche dans des endroits que je trouvais inspirants et j'essayais de faire ce travail un petit peu introspectif. Et là, je me suis dit, en analysant du coup les moments où j'avais été le plus épanouie ces 10 dernières années depuis le lycée ou depuis même le collège, je me suis rendu compte que les moments où j'étais le plus épanouie, c'était vraiment quand je travaillais pour quelque chose qui avait énormément de sens pour moi. Et par exemple, mon association, je pensais pas, mais c'est un truc vraiment qui est ressorti à ce moment-là, très fort, où j'avais pris énormément de plaisir à monter ce projet-là et je comptais pas mes heures parce que j'étais passionnée et j'avais pas l'impression d'avoir une journée difficile de travail, quoi. C'était juste que du kiff. Donc il y a ça où je me suis dit tiens, donc en fait il faut que ce soit quand même un projet important pour moi d'un point de vue qui me touche personnellement. Mais ça, par exemple, je me rends compte que c'est très personnel comme constat. Ouais. Parce que en discutant avec des amis entrepreneurs autour de moi, parfois, c'est pas du tout ça qui les motive. Ouais. C'est plus la complexité technique, tu vois, d'un projet ou des choses comme ça qui les stimulent. Donc moi, vraiment, la cause de pourquoi je montais une boîte et quel impact elle allait avoir dans la société, je me suis rendu compte que c'était un truc très important. Et les gens avec qui j'allais le faire. Je me suis rendu compte déjà que je voulais pas entreprendre toute seule. Et ça, pareil, c'est un vrai parti pris, quoi. Pareil, moi j'ai des amis, ils font leur truc tout seuls, ils disent mais je veux être mon propre boss, personne, je veux même pas avoir des associés, quoi. Enfin vraiment, moi c'était pas un truc je voulais pas monter ma boîte pour qu'on me foute la paix et que je mène mes propres règles. C'était pas un truc en tout cas qui c'était pas la raison pour laquelle. Et par contre, faire quelque chose avec une équipe avec qui je me sens vraiment en confiance, où on a un vrai sentiment d'appartenance et qu'on a cette énergie de vouloir tout déchirer pour sauver le monde d'une certaine manière, parce que bien évidemment c'est pas ce qu'on fait, on n'est pas prétentieux comme ça, mais voilà, en tout cas c'était peut-être les 2 trucs où je me suis dit il faut que je le fasse avec des personnes que j'admire et qui vont me pousser vers le haut, et il faut que je le fasse pour une cause où j'aurais l'impression d'avoir aidé d'une certaine manière la société, quoi. Oui, hyper intéressant. Donc, tu as fait ce bilan-là où tu as trouvé ton pourquoi. Tu savais que tu voulais t'associer à le faire en tout cas avec des associés. Donc, justement, comment ça se passe ? C'est-à-dire, une fois que tu as compris ton pourquoi, comment Edge m'a aidé ? C'était loin d'être un long fleuve tranquille. Donc là, clairement, je vais faire la version rapide. Non, mais donc première étape, il fallait trouver des associés. Et moi, c'est vrai que j'avais pas autour de moi des personnes où je me disais waouh, mais c'est évident qu'il faut qu'on monte une boîte ensemble. Donc je partais un peu de zéro entre guillemets. Et donc là, c'est un processus mais qui a pris
6 mois, 1 an, quoi. Et encore, j'ai eu de la chance parce que en réalité, trouver les bonnes personnes, ça peut prendre 10 ans, quoi, en réalité. Et d'ailleurs, la première cause de fin de start-up en France, c'est des problèmes d'association. Donc clairement, voilà, c'est le premier sujet le plus important, trouver des associés. Et là, j'ai commencé à faire un peu du dating d'associés. Voilà, j'ai rencontré plein de gens et puis je voyais, tiens, est-ce que je me vois monter une boîte avec cette personne? Oui, non, etc. Et en fait, il se trouve que de fil en aiguille, ça a duré quand même vraiment pas mal de temps. Mais à force, je suis tombée sur quelqu'un qu'on m'a présenté et avec qui j'ai vraiment commencé à travailler sur un projet. Et moi, en parallèle de ça, je m'étais dit, tiens, il faut que j'impulse moi une idée de projet. Parce que c'est pas le tout de rencontrer des gens, mais il faut aussi qu'on ait un peu de quoi bosser ensemble et se poser des questions. Et en fait, naturellement, par moi-même, les sujets que je regardais, c'était surtout soit éducation, soit insertion professionnelle. Donc des sujets vachement liés à tout ce dont on discute depuis le début. Et donc, j'avais trouvé un sujet dans la formation professionnelle. Et donc, on a commencé à itérer. Et en fait, tu vois, quelques mois plus tard, on a rencontré les fondateurs de Meilleurs Agents, qui est donc une plateforme dans l'immobilier qui a été une très belle réussite entrepreneuriale en France. Donc Sébastien, Julien et Jordan, donc 3 des 4 cofondateurs, qui avaient revendu la société il y a quelques années, enfin très récemment, et qui, eux, en fait, réfléchissaient à monter un startup studio. Et donc, on a commencé, avec mon ancien associé, à échanger avec eux. Et puis voilà, puis ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, on bossait avec eux dans le cadre comme ça d'un potentiel startup studio. Et au final, mon ancien associé est parti du projet pour des raisons perso. Ça aussi, enfin, je veux dire, il faut aussi quand même que les planètes soient assez alignées quand tu montes ta boîte, que ce soit le bon moment dans ta vie. C'est pas toujours le cas. Et là, en fait, après plusieurs mois où on avait bossé un peu dans ce cadre-là, mes associés, donc Sébastien, Julien et Jordan, on s'est dit, allez, on monte le projet ensemble, on oublie Startup Studio, etc. Eux, ils avaient vraiment envie de remonter une boîte, en fait, et accompagner des projets. Ils se sont rendus compte que c'était pas leur truc. Enfin, ils avaient envie d'être sur le terrain. C'est des entrepreneurs dans l'âme. Et en fait, on avait creusé effectivement le sujet d'abord de l'insertion professionnelle, puis de l'orientation. Parce qu'en discutant avec des jeunes pros, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un vrai problème au moment de l'orientation. Et là, on s'est dit, mais les planètes s'alignent, le sujet est magnifique, il y a un énorme problème à résoudre. L'expérience de mes associés dans Meilleurs Agents font que eux, ils ont une vraie expertise sur justement utiliser la tech pour résoudre des problèmes complexes de société. Avant, tu vois, c'était l'achat d'un bien immobilier, où ils ont fait toute la transparence sur les prix, les conditions, etc., pour vraiment donner le pouvoir aux gens comme toi et moi, s'ils veulent acheter ou vendre un bien, d'avoir toutes les informations pour pas se faire arnaquer. Et donc voilà. Et donc en fait, si tu veux, on s'est dit, mais c'est magnifique. On a un problème très important pour les familles, enfin surtout les lycéens et leurs familles. Et on a plein de bons réflexes grâce à leur expérience pour monter une équipe, utiliser la technologie pour faire la transparence sur un secteur. Et donc, on a décidé de monter tous les 4 ensemble, opérationnellement, et du mapper. Et donc, notre ambition, c'est vraiment d'accompagner les lycéens gratuitement dans la durée, donc depuis la classe de seconde jusqu'à demain, l'insertion professionnelle, sur tous les sujets d'orientation. Et donc, on a développé tout un tas d'outils qui permettent d'apprendre à se connaître. Moi, Valentine, quelles sont mes forces? On n'a pas toujours confiance en nous quand on a 17 ans. On met pas toujours les mots sur qui on est et ce qui nous intéresse. Deuxièmement, découvrir le champ des possibles. Ah mais tiens, c'est quoi une prépa, comment ça fonctionne, à quoi ça mène derrière, c'est quoi la différence entre une prépa et un BUT. Enfin vraiment, on essaye de répondre à des questions ultra concrètes des lycéens. Et puis leur faire comprendre en fait en quoi la décision qu'ils prennent aujourd'hui sur une formation va les emmener dans un parcours de plusieurs années, et donc quels sont les débouchés professionnels d'une formation. On a analysé plus de 30 millions de profils LinkedIn et on voit en fait après une formation que deviennent les alumni, quel métier ils font, dans quel type d'entreprise ou d'organisation ils travaillent, dans quel pays, enfin des choses comme ça. Et puis en fait aussi tout simplement pour Parcoursup, comment faire une liste de vœux équilibrée.
avec, comme on le disait en début de discussion, des choix ambitieux, des trucs qui te font rêver, mais aussi des plans sécurisés pour éviter de te retrouver sans rien. Donc on est vraiment dans un accompagnement dans la durée, avec des informations fiables. On se base sur des données officielles et surtout une expérience personnalisée. Donc en fait, toi, Pierre, avec tes notes, tes spécialités, quel est le champ des possibles pour toi ? Pierre, en seconde, attention, au moment des choix de spécialité, si tu choisis telle et telle doublette, ça t'ouvrira telle et telle porte, etc. Et cette personnalisation, on le fait grâce à la science. Et donc on a une équipe de mathématiciens en interne, notre directeur scientifique qui est enseignant-chercheur à l'ENS. Et donc si tu veux, on met vraiment au cœur la fiabilité des données et de nos maths, de nos algorithmes, au cœur de l'expérience des lycéens. Stop. Là, il nous reste à peu près 12 minutes. Donc, ce que je propose, c'est peut-être justement de parler justement d'orientation scolaire. Ouais. Donc là, on est en mars. Donc là, on est en plein dedans. Ouais. Et justement... Alors, pour info, juste Parcoursup ferme. Là, tu as un premier batch le 12 mars. Ouais. Où ils ne pourront plus ajouter de vœux. Donc, je ne sais pas quand tu comptes... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que tu comptes publier, comme si tu veux, moi j'adapte un petit peu au moment où ils en sont. Je pense que ça sera après. Mais ça servira aux lycéens des prochaines années. Ouais, non, mais c'est clair. Ok, très bien. Mais peut-être, justement... En fait, en seconde... Finalement, on voit que les choix de spécialité, ça nous ouvre certaines portes et nous ferme certaines portes. Donc, en fait, ça met un peu de la pression dans le sens où là, j'ai fait un atelier avec des secondes et ils disent, en fait, j'ai aucune idée de ce que je vais faire plus tard. Et donc là, à l'âge de 14-15 ans, il faut faire certains choix. Et justement, toi, ce serait quoi on va dire que je suis un élève de seconde, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Est-ce que tu me conseilles de plutôt m'orienter dans les matières où j'ai des bonnes notes ou dans les matières qui m'intéressent ? Par exemple. Ouais, c'est une très bonne question. C'est dur comme décision déjà, quand tu es en seconde. C'est très difficile. Il y a un vrai sujet sur le choix des spécialités. C'est que ça a beaucoup de conséquences qui sont souvent sous-estimées par les lycéens et leurs familles sur la suite. Et donc, c'est vrai qu'on a pu avoir historiquement tendance à pousser les lycéens à choisir les spé en fonction de ce qu'ils aiment, en fonction de là où ils ont des bonnes notes, etc. Je pense que... et du coup, le choix des spécialités arrive à un moment où je pense qu'il est bien de commencer à se poser des questions. Et faire un peu ce travail de tiens, je dois choisir mes spécialités. En fait, moi, qu'est-ce qui m'anime, quoi ? Où est-ce que je pourrais me projeter ? Sans aller dans le détail de quelle formation, etc., mais vraiment rester sur de l'inspiration, essayer de parler à des adultes autour de soi, des gens, par exemple, est-ce que la médecine, c'est un truc qui pourrait m'intéresser ou pas du tout ? Si je sais que pas du tout, que moi je suis plutôt littéraire, que vraiment je sais que je serai jamais médecin parce qu'en plus le sang ça me dégoûte, je m'évanouis dès que je vois une piqûre, là c'est bon quoi, on sait qu'a priori on va pas devenir médecin. Mais par contre, dès qu'il y a des doutes où on se dit tiens pourquoi pas, ma recommandation, c'est vraiment du coup de choisir des spécialités qui vont pas fermer de porte. Et donc, c'est d'aller se renseigner. Il y a des outils qui existent pour ça, et notamment sur EduMapper, de pouvoir voir en fait pour des types de formations quelles sont les spécialités qui sont les plus représentées. Et vraiment, quand on s'informe un petit peu, il y a des choses qui sont... il y a des faits qui sont flagrants sur certains types de formations, notamment ceux qui réussissent en médecine ou ceux qui vont être pris en prépa commerciale ou que sais-je. Ils ont des doublettes de spécialités spécifiques parce que les formations, dans leurs critères d'admission, les spécialités sont devenues un sujet. Donc pour moi, c'est vraiment en fait, saisir l'opportunité du choix des spécialités pour commencer à se poser des questions d'orientation. Même si c'est pas rentré dans le détail, c'est quand même des grandes tendances. Et ensuite, sur ces grandes filières, se renseigner sur les spécialités qui sont les plus représentées. Et donc, ma recommandation, c'est de choisir des spécialités qui ne ferment pas de porte. Autre question qui revient souvent, c'est est-ce que, de par ton expérience, les projets motivés, est-ce que c'est vraiment lu ou non par les formations ? Parce qu'il y en a plein qui me disent, mais monsieur... vous nous faites faire un atelier sur les projets motivés, mais est-ce que vraiment ça fait la différence ? Il faut partir du principe que ça fait vraiment la différence. Surtout pour les formations sélectives.
Mais il faut partir de ce principe-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si quelqu'un qui fait partie d'une formation hésite entre plusieurs dossiers, à note égale, spécialité égale, dossier égal, en fait, dossiers égaux, elles vont regarder ça. Okay. Et donc, en fait, là aussi, le but, c'est de sécuriser son Parcoursup. Et donc, c'est ne pas se fermer de porte. Et donc, en fait, s'il y a un projet motivé qui existe, faut y aller à fond. Parce que ce serait trop bête que c'est ce qui pêche dans ton dossier alors que tu étais à 2 doigts d'être pris. Okay. Donc, j'ai pas la réponse de est-ce que toutes les formations de France regardent attentivement les projets motivés. Et il y en a qui ne le font pas. Ouais. Mais dans le doute, vaut mieux le faire. Pour pas se fermer de porte, faut foncer et faire un très bon dossier motivé. Autre question qui revenait souvent, c'était donc il y a plusieurs tours sur Parcoursup. Est-ce que vraiment il y a si par exemple je suis à 200e sur une licence, est-ce que j'ai une chance d'être pris au 3e tour ou vraiment vaut mieux que je me dise dès que je suis pris quelque part, j'accepte? Non, il faut attendre. Il faut attendre parce qu'effectivement, il y a vraiment des moments où il y a énormément de formations qui se débloquent. Donc, il faut être patient. Et nous, on le voit, les lycéens, ils n'en peuvent plus. Ils sont là, non mais ça fait 3 semaines que j'attends et tout. Mais vraiment, il faut prendre le temps d'attendre les résultats des tours suivants. Et tout simplement parce qu'en fait, il y a vraiment des effets boule de neige où, à un moment donné, en fait, vu qu'il y a un gros batch de formations qui ont donné leurs résultats, et hop, il y a plein de gens qui vont libérer des places. Et donc, du coup, attendre la libération de places, être patient, on peut avoir des bonnes surprises. Et bien sûr, après, il ne faut pas s'acharner si au bout de plusieurs mois, vous n'avez pas de réponse. Mais en tout cas, il faut être patient. Et c'est une période qui n'est pas facile. Donc, courage aux lycéens qui sont pendant ces périodes, parce que franchement, c'est ultra relou d'attendre. Une question qui revient souvent aussi, tu vois, c'est... il y a le critère des notes, mais il y a aussi notre classement dans la classe et les appréciations. Toi, tu situerais où en termes d'importance? Est-ce que c'est plus le classement dans la classe? Par exemple, je sais pas, j'ai 14, mais je suis première, plutôt que j'ai 14, mais je suis 10e. Ouais, ça dépend des formations, donc j'ai pas la réponse. Nous, on a fait un estimateur de chances d'admission sur EduMapper où justement, en fonction de tes notes, ton classement, etc., on va te donner tes chances d'être pris ou pas dans une formation. Et donc là, tu peux voir comment ça joue. Mais en réalité... franchement, essayer d'avoir les meilleures notes possibles et ce dès la seconde pour toutes les formations et effectivement essayer de monter dans le classement. Enfin, je dirais les deux en fait. Je sais que c'est pas terrible comme réponse, mais de toute façon, il y a un peu un effet boule de neige de si tu as des bonnes notes, tu montes dans le classement. Mais donc, du coup, je dirais se focus à 100% sur avoir les meilleures notes possibles. Et ça fait vraiment toute la différence. Et plus vous avez des bonnes notes, plus vous vous ouvrez des portes pour la suite. Et donc, le lycéen de fin de terminale que vous serez demain vous remerciera d'avoir mis les bouchées doubles sur les notes parce que vous pourrez faire davantage ce que vous voulez et ce qui vous fait rêver, quoi. Et une dernière question sur Parcoursup, c'est, tu vois, dans certaines formations, beaucoup d'étudiants en première année retournent sur Parcoursup. Donc, est-ce que toi, tu vois ça comme un désavantage par exemple, j'ai déjà fait une année de licence, mais j'ai raté ou ça ne me plaît pas et je reviens sur le marché? Ou au contraire, tu penses que ça peut même être un avantage pour les candidats? Alors, effectivement, les critères d'admission ne sont pas toujours les mêmes pour les personnes qui sont en études déjà et qui reviennent sur Parcoursup et les lycéens en terminale. En tout cas, la réorientation, il faut vraiment y songer. Enfin, c'est trop dommage de passer 3 ans, 5 ans dans une formation qui ne vous plaît pas. Souvent, nous, on entend les étudiants, ils nous disent « Oui, mais attendez, c'est une année de ma vie, vous vous rendez compte j'aurais perdu une année si je me réoriente. » En fait, c'est rien une année dans une vie, quoi. Et donc, en fait, bien évidemment, il faut y songer. Alors, c'est pas toujours facile d'un point de vue financier, donc il faut aussi peser le pour et le contre. Mais en tout cas, justement, au contraire, vaut mieux se réorienter après 1 an d'études qu'après 3 ans ou 5 ans où là, vous aurez mis plein d'investissements et vous serez en fin d'études et là, c'est plus difficile. Donc, pas hésiter la réorientation. Et je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui aiment bien les réorientations parce que c'est aussi des lycéens, des étudiants qui sont plus motivés, qui savent plus ce qu'ils veulent.
Et donc, ça fait des lycéens qui s'épanouissent aussi beaucoup plus que potentiellement des lycéens qui avaient choisi un peu la formation par hasard. Donc, en tout cas, vraiment, il faut se rassurer là-dessus. La réorientation, c'est complètement OK. Il y a d'ailleurs, on a fait une étude avec un institut de sondage là, il y a quelques mois, et plus de 56% des étudiants regrettent leur choix d'orientation. Ouais. Donc, vous n'êtes pas seul. Plus de la moitié pense à se réorienter. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Okay. Et une dernière question, c'est quel message tu donnerais à ton toi d'il y a 10 ans? Si tu pouvais lui parler. Ouais, c'est des questions très philosophiques. Je pensais pas être venue pour ça. Quel conseil je donnerais à mon moi d'il y a 10 ans? Écoute, je lui dirais Valentine, aie confiance en toi. Ouais. Tu as les capacités de faire tout ce que tu veux. Ouais. Mais prends le temps pour réfléchir à ce qui t'anime, en fait. Ouais. Et puis tu mérites amplement ta place. Enlève ce truc de ta tête et maintenant tu fonces, quoi. Je pense que ce serait ça. Ouais, merci beaucoup en tout cas, Valentine, pour tes conseils. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé l'épisode parce que je trouve que ton parcours et ta manière de penser, c'est vraiment un équilibre entre la passion à travers ta mission et ton pourquoi, mais ce côté stratégique de toujours se dire je sais qu'est-ce que je veux, je suis guidé par mes ambitions et ma passion, mais toujours ce côté stratégique de il faut que j'arrive avec des armes, c'est-à-dire il faut que j'ai des compétences, là où parfois sur les réseaux sociaux, j'y vais même sans compétences, et c'est là où il y a des risques d'échec ou de désillusion. Donc je trouve que c'est un bon message et exemple pour les jeunes de se dire on peut avoir des ambitions, mais il faut de la patience. Là où maintenant c'est 10K au bout de 3 mois, c'est beaucoup le côté réussite rapide. Toi, il y a ce côté vraiment stratégique de se dire je suis très ambitieuse, mais je sais qu'il y a des étapes à suivre et je dois apprendre des meilleurs pour devenir meilleur. Donc, merci pour ce message. Et donc, vous pouvez trouver toutes les informations de DigiMapper seront en description. Et en tout cas, merci pour tout ce que tu fais parce que, comme Nelson Mandela le disait, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc, merci. Merci à toi, Pierre, pour ce super épisode. Et j'ai trouvé que les questions étaient passionnantes. Merci. Donc, j'espère que ça va être utile. Merci à toi.